Bonjour, mon nom est Gilles Laporte, je suis historien, mais aussi ancien président du Mouvement national des Québécoises et Québécois, dont fait d'ailleurs partie la Société nationale des Québécois de Laval. C'est d'ailleurs à remercier la SNQ Laval qui organise bon an, mal an, malgré les circonstances, une belle commémoration du drapeau québécois. Aujourd'hui, plutôt que vous parler d'histoire, une histoire qui est tout compte fait assez bien connue, là, des origines françaises jusqu'en 1948 et puis depuis, je souhaiterais aborder avec vous le rôle des symboles à l'heure actuelle et leur remise en question dans l'espace public. Du seul fait que certains nombres d'entre vous soyez des élus, c'est une question certainement qui vous interpelle et qui va jouer un rôle croissant dans les prochaines années. Bon, rappelons-le immédiatement, le rôle du drapeau québécois, en gros, est plutôt de trois ordres. Le premier, c'est que c'est le drapeau d'abord officiel de l'État du Québec, dont il représente les institutions en santé, en éducation et dans le monde municipal, par exemple. Le drapeau fleur-de-lysée est aussi l'emblème de la nation québécoise, celle reconnue par les tribunaux ainsi que par le Parlement fédéral, et qui symbolise le sentiment d'appartenance à une communauté qui, depuis 400 ans, s'est nourrie des apports autochtones, français et désormais issus de l'immigration. Le fleur-de-lysée est enfin devenu, au fil des ans, le symbole du fait français en Amérique. À preuve, on retrouve le lys sur la plupart des drapeaux des organismes franco-canadiens ou franco-américains, comme par exemple le drapeau de la ville de la Nouvelle-Orléans. Arboré avec éclat dans l'espace public, le drapeau véhicule donc un message. Il parle en somme à la communauté. Il parle même lorsque nous-mêmes choisissons de nous taire. En ce sens, le drapeau du Québec, comme n'importe quel étendard, a tout intérêt à tabler dans son message sur des valeurs et des principes universels, susceptibles de rassembler, de faire consensus et surtout pas de choquer quiconque. En gros, des valeurs telles que fierté, liberté, fraternité, égalité. D'ailleurs, c'est le rôle essentiel de la journée du drapeau du 21 janvier que de rappeler de telles valeurs qui sont d'abord et avant tout rassembleuses et qui invitent à la solidarité. Or, on assiste présentement à la montée irrésistible d'une idéologie qui attaque de front la légitimité des symboles, même les plus consensuels parmi eux. Cette idéologie surgit à l'heure actuelle de toutes parts. Dès que le COVID, d'ailleurs, nous accorde un répit, surgit un débat quelconque à propos des symboles présents dans l'espace public, que ce soit à propos d'une plaque, du nom d'une rue, un monument ou d'un drapeau. On a tous en tête des exemples récents tels que la statue de John A. Macdonald, la polémique sur le nom de la rue Amherst, des procès en appropriation culturelle, bien sûr la loi 21 sur le port des signes religieux, des manifestations devant des monuments de propriétaires d'esclaves, ou bien sûr cette question de Montréal ou Laval, territoire Mohawk non cédé. Comment s'y retrouver dans les circonstances? Ces mouvements originent tous des départements de sciences sociales américains, en particulier des mouvements antiracistes et néo-féministes, et prennent généralement le nom de French Theory, d'après, bien sûr, les écrits de Michel Foucault et de Derrida. Pour les tenants de la French Theory, la réalité procède d'une oppression systématique, des micro-agressions en somme, envers les minorités, qu'elles soient raciales ou sexuelles. À la vision du monde de l'homme blanc dominateur, on oppose désormais une commémoration expiatoire, axée sur la repentance, quitte à recourir au vandalisme pour déboulonner de force les symboles d'oppression. Wokisme, cancel culture ou French Theory, ça consiste dans tous les cas à expurger de l'espace public tout ce qui pourrait rappeler un passé esclavagiste, ségrégationniste, sexiste, transphobe. On peut faire remonter la crise actuelle aux événements qui sont déroulés à Charlottesville en 2017, alors qu'une voiture bélier a foncé sur une foule de manifestants. Lors des événements de Charlottesville, on a vu surgir à ce moment-là toute la question du racisme, du contexte de la guerre de sécession, de la discrimination envers les Noirs, et qui s'est fixé autour notamment d'un élément, le fameux drapeau confédéré, celui qui est arboré encore aujourd'hui aux États-Unis, mais qui désormais était intimement associé au passé esclavagiste. Or, il y a eu désormais des lois qui ont interdit désormais qu'un tel drapeau puisse être affiché dans l'espace public, ce qui est sans précédent. La plupart d'entre vous, et puis bon nombre de Québécois, regardent ça un peu en rigolant. Après tout, au Québec, on n'a
jamais démontré un très, très grand attachement aux symboles. On n'a rien qu'à penser que les Québécois ont bradé de bonne grâce leur propre nom, celui de Canadien, qui est devenu Canadian, et qui est le symbole désormais de la communauté anglophone et francophone du Canada. De la même manière, on pense à des symboles tels que la feuille d'érable, le castor, le sirop d'érable et pourquoi pas de nos jours la poutine, qui étaient intimement associés auparavant à la communauté francophone du Québec et qui sont désormais canadianisés, puisque les Québécois n'ont pas montré un intérêt exagéré pour leur symbole historique. Cela, cependant, est en train de changer. Les Québécois et Québécoises prennent tout à coup conscience de l'importance du rôle que jouent les symboles dans l'espace public et combien ils éveillent un certain nombre de sensibilités. On n'a qu'à penser à l'exemple qui a beaucoup fait couler d'encre, celui, bien sûr, de la présence ou non du crucifix à l'Assemblée nationale du Québec. Ce débat-là est assez sans précédent dans l'histoire du Québec, puisqu'il révélait la fonction politique et pratiquement identitaire que jouaient désormais les symboles dans l'espace public, qui n'étaient plus que non seulement des pièces de mobilier, mais qui étaient désormais devenus des enjeux politiques. Je dirais qu'on assiste à l'heure actuelle à la montée de 6 phénomènes qui, chacun à leur manière, interpellent le drapeau du Québec et mettent en péril sa place dans l'espace public. Le premier phénomène est la régulation croissante de l'espace public. Je veux dire par là, tout le monde l'a remarqué, combien non seulement les citoyens, mais l'État, les organisations apportent de plus en plus d'importance à comment on s'affiche dans l'espace public. On pense bien sûr à la loi 21 sur l'affichage des signes religieux dans la fonction publique, le fait ou non de porter une burqa dans l'espace public, combien, en somme, la question même du vêtement ou des symboles religieux ostentatoires est devenu un enjeu proprement politique. Je pense ironiquement aussi dans le même ordre d'idée, en somme, au port du masque à cause de la pandémie de COVID-19, cela aussi interpelle la place des symboles, comment les individus se portent et ce qu'ils portent dans l'espace public. On pense bien sûr au port du masque obligatoire dans certaines circonstances, etc. Deuxième phénomène intéressant, c'est bien sûr combien, de manière sans précédent, les enjeux du présent interpellent ceux du passé. Jamais, dans l'histoire du Québec, on a autant utilisé nos valeurs présentes afin d'interpeller des phénomènes historiques. Cela, évidemment, contrevient à l'histoire, mais est néanmoins une tendance irrévocable, là. À l'heure actuelle, on fait des procès en sexisme envers des hommes d'État du 19e siècle. À l'heure actuelle, on rejette la pensée et l'œuvre de bon nombre de personnages historiques du fait, par exemple, qu'ils ont eu des accointances avec l'esclavage, avec le racisme. Ce comportement-là, cette attitude-là mène à la relecture entière de pans de l'histoire et remet en question un certain nombre de symboles dans l'espace public. Troisièmement, bien sûr, c'est des procès en appropriation culturelle, pardon. La question qu'une pièce de théâtre présente des symboles autochtones, même des logos d'équipes sportives sont à l'heure actuelle remis en question du fait qu'ils utiliseraient des symboles issus d'autres cultures que la culture blanche occidentale. On pense par exemple à des équipes comme les Blackhawks de Chicago. Le drapeau du Québec n'est pas à l'abri de telles remises en question. Quatrièmement, c'est qu'on assiste à l'heure actuelle à un discrédit envers la démocratie. Le vote, la participation aux partis politiques, tout ça est en déclin et fait l'objet de critiques. En revanche, on remarque la montée de mouvements radicaux, d'actions directes, qui considèrent désormais que les micro-agressions dans l'espace public peuvent être attaquées, peuvent être contrecarrées par des actions de vandalisme, des actions de manifestation qui sont désormais considérées comme légitimes. Enfin, sixièmement, c'est que à l'heure actuelle, non content d'assister à ce phénomène-là, à la fois l'État, l'école, mais aussi les médias se mêlent aussi de révisionnisme historique. On l'a vu, par exemple, le plus bel exemple, je crois, est à Montréal, lorsque, par exemple, des vandales ont remis en question la présence d'une statue de John A. Macdonald et que suite à quoi la mairesse de Montréal s'est mise à s'interroger sur la pertinence ou non d'afficher cette statue-là dans l'espace public. Preuve s'il en est que désormais, l'État lui-même est partie prenante de cette remise en question des symboles du passé. Les autres exemples sont nombreux. On pense bien sûr à la question
de Montréal territoire Mohawk non cédé, qui ne repose sur aucune preuve historique, mais qui est dans la mouvance là, de ce mouvement de contestation. Je pourrais aussi mentionner moult exemples. On a parlé récemment du cours ECR, là, éthique et culture religieuse au secondaire, qu'on accuse d'être véhicule de cette nouvelle idéologie de remise en question des symboles du passé, de procès du présent envers le passé et bien sûr toute la question de l'appropriation culturelle et religieuse. Parmi ces phénomènes, je dirais que le drapeau fleur-de-lysée québécois est interpellé en particulier de 3 manières. D'abord, selon ses adversaires, il célébrerait un faux consensus, strictement franco-catholique, dirait-il, puisqu'il arborerait une croix chrétienne et l'ancien emblème de la monarchie française, le fameux lys. D'autre part, le drapeau fleur-de-lysée ferait l'impasse sur un passé trouble, génocidaire, raciste, sexiste même, puisqu'il, selon encore une fois ses détracteurs, n'afficherait que les marques d'un passé blanc, occidental et mâle. Enfin, et c'est peut-être la critique qui expose le plus le drapeau fleur-de-lysée, c'est qu'il serait imposé dans l'espace public, puisqu'il est affiché, arboré dans les places d'honneur, sur les places, dans les parcs, devant les édifices publics, ce qui fait en sorte que ceux qui y voient une micro-agression se sentiraient d'autant plus visés qu'il leur est imposé au vu et au su de tous. Comment faire face à ces critiques de manière intelligente, sensée et modérée? Je dirais d'abord en laissant passer la tempête. Comme vous, on est en face d'un phénomène qui va probablement s'étendre sur des années. Est-ce le phénomène d'une génération ou le fait de quelques années? On verra. En attendant, il est clair que cette tendance momentanée visant à déboulonner nos symboles historiques nationaux doit passer son temps. Et que laisser passer la tempête n'est peut-être pas une mauvaise idée. Vous avez remarqué que les commémorations, le drapeau du Québec ces dernières années s'est fait discret, tant dans les assemblées politiques que dans l'espace public. Le drapeau du Québec occupe une place d'honneur, mais sans qu'on le célèbre outre mesure. Cela n'est peut-être pas une mauvaise idée si on veut le mettre à l'abri, en somme, de la tempête actuelle. Passons en revue, si vous voulez bien, un certain nombre d'autres critiques qu'on adresse parfois aux fleurs-de-lysée québécois. Notre drapeau, par exemple, serait un symbole politique, un manifeste indépendantiste envers le Canada. Ben, c'est faux. Plusieurs s'y trompent d'ailleurs, y compris les plus nationalistes. Par exemple, en tant que spécialiste des patriotes de 1837, je reçois souvent des questions du genre « Est-ce que les patriotes disent j'avais un drapeau, etc. » À chaque fois que je leur dis oui, même ils en avaient plusieurs. Alors on fait la lecture, ils étaient donc indépendantistes puisqu'ils font l'association entre le fait d'avoir un drapeau et de prôner la souveraineté politique. Ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, ce n'est pas entendu ainsi lors des précédentes commémorations. Qu'on y pense, lorsque Maurice Duplessis proclame le drapeau du Québec en 1948, là, n'est nullement senti ni à Ottawa ni à Londres comme un geste de souveraineté politique, un geste d'affirmation, certes, nationale en particulier, mais nullement un geste qui avait des conséquences politiques. De même manière, lorsque le Canada lui-même se dote enfin d'un drapeau en 1965, en vue du 100e anniversaire de la Confédération, cela n'est nullement senti à Londres ou au sein du Commonwealth comme une déclaration de guerre du Canada qui souhaiterait désormais se détacher de la couronne britannique, par exemple. Donc, drapeau n'égale pas souveraineté. En vexiologie, la science des drapeaux, on rappelle souvent que le drapeau est d'abord un symbole de ralliement et d'appartenance, autour duquel on se rassemble autour de valeurs et de principes communs. Donc, en ce sens, il respecte totalement les règles qu'on attribue à un drapeau et n'est nullement un manifeste d'une option ou d'un parti politique. On entend aussi que le fleur-de-lysée enfreindrait le fameux principe de laïcité. Alors, c'est l'arroseur arrosé, que le gouvernement qui prône la laïcité dans son organisation arbore lui-même un symbole crypto-religieux. Bon, la fameuse croix chrétienne qu'on retrouve au cœur du fleur-de-lysée est tout à fait commune en héraldique. La forme de croix, d'ailleurs, sert davantage à séparer 4 cantons, bien davantage d'ailleurs que d'arborer une foi chrétienne. D'ailleurs, on retrouve la croix chrétienne au cœur de bon nombre de drapeaux internationaux
y compris, par exemple, le drapeau de la ville de Montréal, où on a ajouté récemment un symbole d'appartenance autochtone Mohawk au centre, sans que la présence de la croix soit remise en question. Au contraire, elle s'est même vue revalorisée par l'ajout d'un 5e symbole sur le drapeau. Et quant à parler de croix chrétienne, de signes religieux ostentatoires, évoquons par exemple le fameux Union Jack britannique, qui arbore non pas une, mais bien 4 croix chrétiennes superposées, qu'on y pense une croix de Saint-Georges, une croix de Saint-André, une croix de Saint-David et une croix de Saint-Patrick. Preuve, s'il en est, que charité bien ordonnée commence par soi-même et que aucun pays ne peut véritablement, ni aucune culture ne peut faire un procès aux fleurs-de-lysée québécois sur la base de la présence historique d'un symbole qui renvoie à la foi chrétienne. Et ce qui demeure, selon moi, la meilleure réponse aux attaques envers notre drapeau demeure tout simplement l'application de la loi. L'excellente loi de 1999 sur le drapeau et nos emblèmes nationaux. La loi du drapeau est une excellente loi parce qu'elle permet, en somme, de baliser l'usage qu'on fait de ce drapeau afin justement d'éviter son utilisation politique à des fins, par exemple, de propagande ou de manipulation de l'opinion. On y pense. La loi prescrit que le fleur-de-lysée doit flotter sur tous les édifices du gouvernement, ainsi que sur les édifices des commissions, organismes gouvernementaux et sur tous les établissements d'enseignement, CPE, à l'université. Le drapeau doit toujours figurer à la place d'honneur, c'est-à-dire à droite s'il y a 2 drapeaux et au milieu s'il y en a davantage. Donc, ce n'est pas une question de manipulation de l'espace ou de propagande. Il s'agit bien non seulement de régler son usage, mais sa fonction, ses symboles, et également la place qu'il doit occuper dans une ordonnance de drapeau. C'est dire que notre drapeau doit être traité avec respect, avec les mêmes égards dus à un chef d'État, écrit-on. On se doit de remplacer le drapeau déchiré et abîmé dès qu'il ne fait plus honneur à la patrie. La plupart des Québécois eux-mêmes ignorent que l'usage de leur drapeau est à ce point réglé. Cela assure que le drapeau est toujours arboré de manière neutre, sans visée politique et en conformité avec une vision démocratique. La plus belle manière de se porter à la défense de notre drapeau fleur-de-lysée est cependant d'en rappeler l'histoire et à quel point ce fameux symbole a su évoluer et s'adapter aux sensibilités de chaque époque. Je m'en tiendrai qu'à un seul exemple pittoresque que d'ailleurs la plupart des Québécois ignorent tout à fait. Ainsi, qu'en est-il de cette fameuse fleur de lys? À quelle fleur ferait-elle précisément allusion? Notez bien d'abord qu'il s'agit du masculin. On dit bien le fleur de lys. En fait, il réfère au départ non pas à une fleur, mais bien à une arme, soit le nom qu'on donnait au crochet d'un javelot gaulois, une arme redoutable auquel on a donné le nom poétique de fleur de lys. Alors donc, le fleur de lys est à la base un symbole militariste, en somme, loin de la fleur bleue qu'on imagine aujourd'hui. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Le lys fut ensuite l'emblème de la monarchie capétienne française et de la foi catholique, mais aussi un symbole franc-maçon, chacune des 3 branches représentant des vertus cardinales, le labeur, la sagesse et la vaillance. Le lys devint ensuite, comme on le sait, le symbole de la présence française en Amérique, avant de devenir, bien sûr, l'emblème officiel du Québec. Quelle belle promotion, en somme. Cela démontre surtout l'extraordinaire faculté de nos symboles nationaux à s'adapter aux nouvelles sensibilités. Quelle belle manière de répondre à ceux et celles qui cherchent à dénigrer nos symboles québécois et à les river à une signification ancienne. Notre fleur d'Élysée est même en soi l'expression d'une culture vigoureuse et ouverte qui a su adapter son riche héritage aux réalités actuelles. Drapeau du Québec, salut. À toi mon respect, ma fidélité, ma fierté. Vive le Québec, vive son drapeau. Merci et bonne journée du drapeau.